Donc, bonjour à tous. Alors, quelques points clés sur Orphalung, quelques repères clés, en sachant que Madame Lapointe a déjà coché tous les mots-clés, je crois, tous les mots-clés importants qui me semblent importants de citer ici. Et merci au passage pour votre accompagnement et votre soutien à notre filière pendant toutes ces années. Alors, Orphalung, c'est le centre de référence des maladies pulmonaires rares. Donc, on n'a pas encore vu cette diapositive aujourd'hui, donc je la rappelle. Orphalung est à gauche sur la diapositive. Et on a également dans la filière pulmotension et respirare. Donc, le périmètre d'Orphalung, ce sont les maladies pulmonaires rares de l'adulte, qui incluent toutes les pnéumopathies interstitielles, mais également d'autres maladies comme les maladies kystiques pulmonaires rares, les pnéumopathies éosinophiles ou un certain nombre d'autres maladies rares que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Et vous voyez que nous avons un nombre important de centres constitutifs maintenant et de centres de compétences. Alors, je vais aussi faire un petit peu d'historique, parce que je crois que c'est l'occasion pour ces 10 ans. Et l'historique, moi, je vais encore un petit peu plus loin dans le temps, puisque pour nombre d'entre vous qui n'étaient pas là à l'époque, Orphalung succède en fait au GERMOP, qui est un petit peu le prédécesseur et qui a été créé pour la recherche. Donc, c'est un réseau de recherche clinique qui avait été créé en 1993 par le professeur Cordier à Lyon, avec initialement, avant même que ça s'appelle GERMOP, 2 publications collaboratives, une sur la granulomatose avec polyangéite et l'autre sur le lymphome pulmonaire, où l'idée qui paraît vraiment évidente maintenant, c'est de collaborer entre plusieurs centres pour avoir un peu plus de cas pour décrire un peu plus de 70 de ces maladies qui ne sont pas très fréquentes, et ensuite de mettre ça dans les faits en un vrai programme de recherche, et ça avait été à l'époque retenu comme un programme hospitalier de recherche clinique. Maintenant, il faut avoir quelque chose qui soit un petit peu plus un essai ou autre, mais à l'époque, on pouvait avoir un PHRC avec ce type d'organisation en réseau, et il y a eu 2 PHRC, 97 enfin 93 et 97. Puis en 2004, la création, la labellisation du premier centre de référence des maladies pulmonaires rares. Alors l'historique, c'est voilà, 2004, il y avait un centre. Donc c'était très bien pour commencer à donner des idées, à organiser. Il ne s'agissait pas de s'occuper de toutes les pnéumopathies interstitielles, mais de commencer à coordonner une activité autour des maladies les plus rares, comme la lame, par exemple, qui a été dès le début une maladie d'intérêt. Et puis en 2009, il y a eu la possibilité de labelliser des centres de compétences. Vous voyez qu'il y en avait encore assez peu. En 2013, il n'y avait pas d'appel à labellisation officiel, mais on a dit, bon, on va faire comme si, parce qu'il faut d'autres centres de compétences. Et puis en 2017 apparaissent des centres constitutifs. C'est à ce moment-là que j'ai pris la coordination. Et en 2023, on a un maillage territorial qui est meilleur, qui n'est pas parfait, et j'y reviendrai. Donc on a toujours besoin d'avoir des centres pour le soin qui soient le plus possible répartis sur le territoire. Donc pourquoi j'ai fait cet historique? Pour rappeler que en fait, la création du réseau, elle émane de la recherche clinique. Et c'est vraiment l'idée de faire de la recherche clinique ensemble, initialement d'abord observationnelle, descriptive, très simple dans sa méthode, qui a créé un réseau finalement de gens qui collaborent entre eux. Et puis petit à petit, c'est devenu aussi un réseau de soins et qui ensuite a été labellisé. Et puis ce réseau, on bénéficie maintenant des interactions avec l'ensemble des centres qui sont labellisés dans la filière Respifil, ce qui permet de couvrir un petit peu mieux le territoire, comme on vient de le voir. Alors, pour le soin, je crois que l'apport important d'Orphalung, ça a été de disséminer l'information selon laquelle la prise en charge des maladies pulmonaires rares repose sur une discussion multidisciplinaire que dans d'autres spécialités on appelle une RCP, mais on parle de la même chose, c'est-à-dire d'une interaction entre différents médecins. En l'occurrence, là, il faut un pneumologue, mais il faut souvent ou presque toujours un radiologue, parfois des physiologistes, parfois des anatomopathologistes, parfois des infirmières, les kinés, les rhumatologues, enfin les internistes, en fonction de la pathologie qui est discutée.
Et cette discussion multidisciplinaire, bien sûr, elle a lieu dans les centres de compétences et de référence, mais elle a lieu aussi dans beaucoup d'autres centres. Et je crois que maintenant, personne ne se pose la question pour faire le diagnostic de ces maladies et également pour orienter la prise en charge thérapeutique. Ça se passe dans une RCP, dans une discussion multidisciplinaire. Ça n'était absolument pas le cas avant la création des centres de référence. Alors les RCP en bénéficient aussi, des RCP qui sont organisés par la filière Respifil. Et il y en a plusieurs qui sont dans le giron d'Orphalingue au sein de la filière Respifil. Je ne vais pas les citer ici, mais elles apportent un plus considérable pour les problèmes les plus difficiles, les plus complexes, les plus rares. Et évidemment, le but de ces RCP nationales n'est pas de discuter tous les cas, comme le but des RCP ou des DMD régionales ou de nos centres de référence n'est pas non plus de discuter absolument tous les cas de la région. Ça dépend de la maladie, ça dépend des compétences locales, mais c'est une ressource pour le soin qui est incomparable. Et puis évidemment, le soin est proche de la formation et c'est la deuxième mission des centres de référence. Donc ça a été des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. J'ai mis un ou deux exemples ici, mais il y en a d'autres. La BPA, par exemple, la fibrose idiopathique. On a eu 3 versions, 2013, 2017, 2023, des recommandations sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis on a aussi, bien sûr, une mission de formation. Alors en formation, ça ne figure pas sur cette diapositive, mais pour moi, sans doute l'action de la formation la plus importante qu'on a dans le sein d'Orphalingue ou à proximité d'Orphalingue, c'est le DU poumons et maladies systémiques auquel beaucoup d'entre nous participent, qui couvre vraiment l'essentiel des maladies pulmonaires rares avec un œil très interniste, très, très large. Donc je pense que c'est une formation qui est extrêmement utile. Et puis on a fait le choix, plutôt que d'avoir une journée de formation annuelle, de faire une formation en ligne avec ce webinaire qui est coordonné par Respifil, mais avec également le label de la SPLF, et qui fait sur 2 ans, c'est-à-dire 2 longues soirées par an, 2 ans de suite. On couvre à peu près l'essentiel du programme des pneumopathies interstitielles, sans faire des cours de A jusqu'à Z, mais en faisant une mise à jour. C'est-à-dire vous avez en 15 minutes ou en 20 minutes ce qu'il faut savoir ou ce qui a changé, ou petit rappel sur la protéinose alvéolaire ou sur la lymphangioleiomyématose. Et puis, plusieurs d'entre nous sommes dans le conseil scientifique des réunions de l'industrie dont on a la chance qu'elles sont de bonne qualité, qui sont un complément. On avait avant celle de Roche, on a maintenant celle de Boehringer. Et puis la recherche, j'ai cité en introduction que le réseau était né par la recherche clinique. Cette recherche clinique, elle est toujours très vivante. Je mets ici 3 exemples. Il y a un exemple qui suit des études observationnelles qui ont été publiées en 2024. Alors, observationnelles, donc c'est des niches, hein, ça ne remplace pas les essais thérapeutiques. Mais ce type d'études observationnelles, vous voyez au passage que Orphalingue est absolument cité, hein, je pense que c'est important d'avoir la visibilité. Ça nous apprend à reconnaître ici les pneumopathies interstitielles associées à des mutations des gènes du surfactant, ici des maladies kystiques ou bronchectasiantes associées à des dépôts de chaînes légères, ou ici à apprendre beaucoup sur la présentation et surtout l'évolution des pneumopathies interstitielles associées au lupus. Donc il y a toujours une place pour les études observationnelles, mais la fierté d'Orphalingue, c'est les essais thérapeutiques. Alors j'ai mis quelques exemples à nouveau sur cette diapositive, mais j'hésite à utiliser le terme exponentiel, mais on a une augmentation quand même très franche des essais académiques qui sont en cours dans le réseau Orphalingue et qui sont encore en préparation. Et là, en ce moment, c'est les dépôts des lettres d'intention. Il y a vraiment plusieurs essais thérapeutiques qui vont être déposés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir. Et je crois que notre réseau, s'il y a un succès à citer, c'est celui-ci en plus du soin. Et c'est des essais qui parfois changent les pratiques. Hein. Every LD, le premier essai thérapeutique adressé aux pneumopathies interstitielles non spécifiques. Hexafip a changé la prise en charge des immunosuppresseurs en écartant l'utilisation du cyclophosphamide. On s'attend à ce que Palif
introduisent dans les pratiques les soins palliatifs de façon beaucoup plus régulière dans la prise en charge de la fibrose. Et on espère que progression, dont je vous rappelle que les inclusions sont encore en cours pour 6 mois, va répondre à la question: que fait-on quand une fibrose s'aggrave sous antifibrosant? J'en ai cité quelques-uns sur la droite et il y en a d'autres qui vont arriver ensuite. Donc je vais passer peut-être là-dessus, et cette diapositive résume qu'en fait Orphalingue s'occupe de soins, s'occupe de recherche clinique, s'occupe de formation et de dissémination de recommandations. Donc on fait de notre mieux pour bien couvrir les différentes missions des centres de référence. Je ne vais pas citer l'éducation thérapeutique, mais on va y revenir dans la journée. Et ça, c'est ma dernière diapositive sur les perspectives. Vous avez vu que la couverture du territoire, donc là je parle du soin, la couverture du territoire n'est pas parfaite. En fait, elle est bien meilleure que ce qui apparaît sur la diapositive, parce qu'on sait que dans chaque endroit, on commence à avoir des référents pneumopathie interstitielle. Et vous allez dans une grosse structure hospitalière privée de pneumologues. S'il y a plusieurs pneumologues, souvent il y en a un dont on sait que c'est lui qui s'occupe des pneumopathies interstitielles. Et donc je crois que dans les années qui viennent, il faut qu'on améliore notre maillage territorial et qu'autour de chaque centre de compétences, autour de chaque centre de référence, on ait de mieux en mieux identifié quels sont les radiologues référents pour les PID, quels sont les pneumologues référents pour les PID, et qu'on apprenne à encore mieux travailler ensemble. Ensuite, pour la formation, bien sûr, il faut développer la formation. Et on se rend compte à propos de certains sujets qu'il y a des actions de formation à mener également au niveau régional, parce qu'il y a parfois des manques. Et je crois que c'est à nouveau une responsabilité à déployer au niveau régional. C'est la responsabilité de chaque centre de référence et de compétences de s'assurer qu'il y a des interactions et par exemple faire de la formation à l'occasion des DMD. La coordination avec les autorités de santé, elle est évidemment une des responsabilités des centres de référence, mais aussi avec les associations. C'est très important qu'on ait cette journée pour notamment les interactions avec les associations. Et ces interactions naissent des projets. On en parlait au café il n'y a même pas une demi-heure. Et puis les PHRC, je ne peux qu'insister, les essais thérapeutiques de financement académique posent des questions qui sont différentes des essais industriels. On a beaucoup d'essais industriels et c'est très bien. Mais j'incite chacun vraiment à donner la priorité aux essais académiques chaque fois que c'est possible, parce que vous avez vu que c'est ça qui fait vivre notre réseau et c'est ça qui rend le réseau visible de l'extérieur. Nos collègues internationaux commencent à connaître Orphalingue par les essais thérapeutiques qui ont été publiés. Je vous remercie.